Solar Impulse, c'est l'histoire d'un défi qui semblait longtemps impossible à relever. Le premier tour du monde sans carburant avec la seule énergie du soleil. Initié par le psychiatre et explorateur Bertrand Piccard, cette incroyable aventure est aussi un message d'espoir pour les futures générations. Elle nous incite aussi à nous engager pour la planète. Avec nous, pour en parler, l'une des membres de l'équipe, Michèle Picard. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous allez nous parler de ce projet. Vous en parlez d'ailleurs dans un livre qui a pour titre L'avion qui vole avec le soleil. C'est aux éditions Larousse Jeunesse. Il s'adresse donc notamment aux jeunes générations. Alors, ce livre, ce n'est pas un retour en arrière, disons-le, sur l'exploit que je viens de mentionner, mais tout de même, on va revenir sur cette aventure. 40 000 km à l'énergie solaire. Rappelez-nous, c'était quand? Ça a duré combien de temps et d'où à où? Alors, c'était en 2015 et 2016, de Abu Dhabi à Abu Dhabi. Effectivement, 43 000 km sans carburant à l'énergie solaire, avec un avion révolutionnaire, 73 mètres d'envergure et 17 000 cellules solaires sur les ailes pour pouvoir porter cette structure hyper légère, non pressurisé, avec un pilote qui passait du sol jusqu'à 9 000 mètres d'altitude, avec le masque à oxygène, enfin un défi humain, un défi technologique, et puis surtout un message dans le ciel qu'aujourd'hui on peut fonctionner autrement, on peut voler à l'énergie solaire, donc on peut fonctionner sur Terre autrement. André Borschberg et Bertrand Piccard, les deux pilotes qui se sont relayés avec parfois des vols de combien de temps? De 7 heures, 8 heures, beaucoup plus même, hein? Ah non, beaucoup plus, beaucoup plus. En général, un vol, c'était traverser un pays, c'était souvent à peu près 23-24 heures, mais il y a aussi eu le passage des océans, donc c'était, le maximum a été 5 jours du Japon à Hawaï, mais il y a eu aussi Hawaï et San Francisco. Il a été cloué au sol d'ailleurs à Hawaï, c'était Hawaï. Oui, à Hawaï, donc c'était, après ces 5 jours, on a remarqué un problème dans les batteries qui avait surchauffé, et donc on a effectivement attendu l'année d'après parce qu'il a fallu changer les batteries. Mais aussi 4 jours de Hawaï à San Francisco, aux portes de San Francisco, et après traverser les États-Unis. On a beaucoup médiatisé Bertrand Piccard et André Borschberg à juste titre. Vous, quel a été votre rôle et éventuellement d'autres protagonistes de ce projet? Alors, derrière un avion comme ça, il y a bien sûr une équipe. Il y avait 60 membres de l'équipe qui nous suivaient pendant l'aventure. Il y avait à peu près 50 membres à Monaco, qui étaient les météorologues, ceux qui faisaient les calculs. Il y avait toute la communication. Il y avait vraiment une énorme équipe. Et moi, j'étais partie de l'équipe. Je faisais partie de la communication. Et j'ai développé pour Solar Impulse les messages, tous les contenus. Vous voyez toute l'identification sur l'avion. Enfin, c'était. Voilà, ça, c'était vous. Voilà, c'était moi. Voilà. Et c'est encore vous. Alors, c'est vrai qu'on a le sentiment que c'était un projet spectaculaire, un exploit destiné à être dans le Guinness Book des records. C'est pas du tout ça en fait. C'est pas une aventure, c'est pas une fin en soi, j'allais dire. En quoi était-ce justement le début d'autre chose? En fait. L'origine du projet, c'est le rêve de voler sans carburant, de manière illimitée et sans dépendance, en fait, sans dépendance à ces fameuses énergies fossiles. Et l'idée, c'était d'envoyer un message dans le ciel et de survoler le monde pour le transmettre, ce message. Et pourquoi ce livre aujourd'hui, justement, pour transmettre ce message? Alors, parce qu'en fait, on trouvait que de le transmettre à la génération suivante, c'était aussi important. On avait envie qu'il y ait un petit héritage de ce côté-là. Et on a eu beaucoup d'enfants sous les ailes de l'avion, énormément. Ils avaient leurs yeux brillants, forcément, émerveillés. Et puis, j'ai eu envie de raconter, en fait, toutes les étapes, toutes les anecdotes, les péripéties, les déceptions, les pages d'humour, en fait, parce qu'aussi, il y a eu des anecdotes assez incroyables. Et un puis, exemple? Un exemple, Bertrand était, quand il est arrivé en Inde, en fait, ils ont oublié de lui tamponner son passeport pour l'entrée dans le pays. Ouais. Donc, le lendemain, il a fait la une de l'entier des journaux d'Inde.
Et 2 jours après, impossible de repartir du pays parce qu'il n'avait pas son tampon. Ouais. Donc en fait, une machine... Comme s'il était rentré de manière clandestine. Et voilà. Donc c'était un clandestin alors qu'il était sur la une de tous les journaux d'Inde. L'histoire s'est bien terminée. C'est assez cocasse à la fin. Oui, écoutez, on a dû faire activer quand même tous nos réseaux sociaux pour dire, attendez, là, il y a un problème. Et en fait, tout de suite, il y a eu réaction du gouvernement. Mais aucun fonctionnaire n'osait lui mettre ce fameux tampon qui n'avait pas été mis. Alors voici ce que dit Bertrand Piccard dans la préface. Tu as le droit de croire en tes rêves et de te donner les moyens de les réaliser. La première est la curiosité, des qualités sans laquelle on n'essaie rien de nouveau. La seconde, c'est la persévérance. Ce livre s'adresse donc aux jeunes générations pour leur dire quoi, au-delà de croire en leurs rêves, de s'engager pour la planète? Alors bien sûr, il y a tout au long de cette aventure, forcément, le message autour de l'énergie propre et de l'énergie illimitée est là, puisque c'est ça qui nous a portés dans le ciel. C'est aussi l'idée de leur présenter les défis de demain. Sur la dernière partie, on leur dit, en fait, il y a des solutions et toi, tu peux être un explorateur du monde de demain. Et concrètement, comment est-ce que vous procédez? Parce que vous, votre fondation, elle s'est donnée comme objectif de promouvoir ces technologies justement dites propres, énergie renouvelable, comme on les appelle souvent. Comment vous procédez concrètement? En fait, ce dont nous on croit, c'est que ces technologies et ces solutions, elles ne pourront voir le jour que si elles sont à la fois, elles protègent l'environnement et de l'autre, si elles sont rentables. Et en fait, pour pouvoir identifier toutes ces solutions, on a créé un label qui s'appelle le label Solar Impulse Efficient Solution. Donc l'idée, c'est de dire une solution, si elle est efficiente en énergie, si elle est respectueuse de l'environnement et si elle est profitable, eh ben, elle a des chances d'être appliquée. Et l'idée, c'est de rassembler toutes ces solutions dans un portfolio que Bertrand ira amener au gouvernement de ce monde. Alors vous savez aussi qu'on dit souvent que cette transition écologique coûte cher. Que répondez-vous à l'argument du coût? On imagine que tous les projets que vous allez vouloir soutenir avec ce label coûtent de l'argent. Quelle est votre réponse à cela? Mais c'est ça nous on veut absolument montrer qu'aujourd'hui les technologies propres deviennent rentables. C'est vrai qu'au départ, dans leur développement, elles n'étaient pas compétitives, mais aujourd'hui, avec leur déploiement, elles deviennent rentables. Et ce que nous, avec cette fondation, on aimerait faire, c'est de les mettre en lumière pour faciliter leur implémentation et surtout créer des économies d'échelle dès le moment où elles sont diffusées. Alors, un philosophe australien disait avant-hier dans le quotidien français Le Monde qu'au fond, la plupart d'entre nous étaient climato-sceptiques pour une bonne et simple raison. On n'arrive pas à accepter le discours scientifique sur le dérèglement du climat parce que ce serait remettre en cause la modernité et l'idée même de progrès. On voit ce mouvement des Gilets jaunes en France qui proteste notamment contre la hausse des taxes sur le gasoil et sur l'essence. Quel regard portez-vous sur ce mouvement des Gilets jaunes qui agite des pays comme la France, mais aussi la Belgique ? Alors ça met vraiment au cœur du problème et de notre société le fait que l'énergie aujourd'hui est au centre de tous les enjeux et tous les défis auxquels on doit répondre. Et c'est vrai que l'énergie propre est l'avenir de demain et qu'aujourd'hui, cette manière de dépendre, vous voyez, ces gilets jaunes, c'est sûr, ils ont d'un côté les taxes, d'un côté le prix du pétrole qui augmente, ça fait que leur facture augmente énormément. En fait, il faut effectivement se détacher de cette dépendance aux énergies fossiles, aller vers des nouvelles manières de produire, des manières de produire aussi locales, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On produit le pétrole au Moyen-Orient ou dans les pays en Islande, etc. Et on doit le transporter. Le transporter coûte cher. Si aujourd'hui, avec de l'énergie, par exemple solaire, de l'énergie éolienne, de l'énergie par les marées... En fait, sauf que, pardonnez-moi de vous couper, vous savez très bien qu'une voiture électrique, un bus électrique notamment, ça nécessite des matières rares, ce qu'on appelle les terres rares, au Congo, Kinshasa notamment, en Chine également. Il y a le coût du transport, il y a le coût aussi du recyclage. Et certains vont même jusqu'à dire qu'au fond, une voiture électrique, bon an, mal an, ça pollue autant, voire plus qu'une voiture à gasoil. Est-ce que c'est pas tout le système qu'il faudrait revoir et certains appellent à la décroissance? Alors,
Je ne suis pas une spécialiste dans ces domaines, mais ce que je pourrais répondre, c'est que dans toute innovation ou dans tout changement, on passe par des étapes. Et aujourd'hui, on est dans une étape qui est peut-être pas la meilleure des étapes et c'est peut-être tout n'est pas parfait, mais à un moment donné, les problèmes se posent et les solutions arrivent. Et nous, on est en fait des défendeurs de solutions. On pense que l'innovation est là pour répondre à nos problèmes. Et donc, il ne faut pas, parce qu'on a un problème, se retrouver à arrêter le processus. Le processus est en marche, il faut avancer. Pourquoi dites-vous dérèglement climatique? Au départ, on disait réchauffement, ensuite on a dit changement. Vous insistez sur dérèglement climatique à Solar Impulse? C'est vrai qu'on insiste sur dérèglement parce que, en fait, c'est les écarts qui se marquent davantage. En fait, par exemple, le Gulf Stream, le fait que le Gulf Stream va changer de trajectoire avec ce qui se passe aujourd'hui, ça crée d'un côté du réchauffement et de l'autre côté plus de froid. Donc, en fait, les zones froides vont devenir plus chaudes, mais des fois, et vice-versa, selon les régions ou selon et de manière non attendue. En fait. Non attendue, imprévisible. Merci beaucoup, Michèle Picard, du projet Solar Impulse, d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.